Les États-Unis changent radicalement de position vis-à-vis de l'Ukraine. Donald Trump a déclaré que les États-Unis ne soutiendraient plus le dictateur Zelensky. 2 jours après une première réunion à Paris, Emmanuel Macron préside un nouveau sommet sur le conflit en Ukraine. À cette rencontre, qui inclut des pays occidentaux comme le Canada, participent également des pays européens absents du précédent sommet. Les États-Unis ne ménagent plus Zelensky. Avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis ont radicalement changé d'attitude vis-à-vis du président illégitime ukrainien. Sur son réseau social Truth Social, Trump a accusé Zelensky d'extorquer des fonds aux États-Unis et l'a qualifié de dictateur. Imaginez, un comédien au succès modeste, Volodymyr Zelensky, a réussi à convaincre les États-Unis de dépenser 350 milliards de dollars pour entrer dans une guerre qui ne pouvait pas être gagnée, qui n'aurait jamais dû commencer, mais une guerre que lui, sans les États-Unis et Trump, ne pourra jamais régler. En plus de cela, Zelensky avoue que la moitié de l'argent que nous lui avons envoyé a disparu. Il refuse d'organiser des élections et il est très bas dans les sondages en Ukraine. La seule chose qu'il a su faire, c'est manipuler Biden comme une marionnette. Ce dictateur sans élection ferait mieux de se dépêcher, sinon il ne lui restera plus de pays. Dans le même temps, nous poursuivons avec succès les négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre. Tout le monde reconnaît que seul Trump et l'administration Trump sont capables de le faire. Trump n'est pas le seul à critiquer ouvertement Zelensky. Le vice-président américain a renchéri et averti Zelensky qu'il regretterait d'avoir dénigré Donald Trump. Quant à l'idée de Zelensky de faire changer d'avis le président en le dénigrant dans les médias, quiconque connaît le président vous dira qu'il s'agit là d'une manière répugnante de traiter cette administration. Xavier Moreau, directeur de Stratpol, explique pourquoi Trump a traité Zelensky de dictateur en l'appelant à quitter son poste. Eh bien, il faut voir que en fait, c'est un peu une réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que Zelensky a eu des mots contre Donald Trump en disant qu'il était dans un univers de désinformation, hein, plus ou moins c'est ce qu'il a dit. Donc, oubliant sans doute que si jamais l'Ukraine a réussi à tant bien que mal tenir jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à l'aide américaine, et que sans l'aide américaine, la défaite inéluctable de l'Ukraine aurait eu lieu en avril 2022. Donc ça, visiblement, Zelensky l'a oublié. Il n'a pas non plus compris les messages que lui avait envoyé Donald Trump en lui disant, en gros, maintenant, tu te tiens tranquille et tu attends que je trouve une solution avec Vladimir Poutine et en gros, tu ne dis rien. Et là, depuis une semaine, Zelensky, pardonnez-moi l'expression, la ramène systématiquement sur les réseaux sociaux, à donner des interviews. Et ça, visiblement, ça finit par excéder Donald Trump. Et là, il vient de lui porter un coup fatal en mettant en cause sa légitimité, en le qualifiant de dictateur et finalement en annonçant son remplacement. En revanche, Trump a une vision beaucoup plus optimiste des négociations entre les États-Unis et la Russie. On peut en dire autant de Vladimir Poutine. Évidemment, le plus mécontent reste Volodymyr Zelensky. Les détails avec Antoine Clairaut. C'est une étape importante qui a été franchie hier à Riyad avec la rencontre entre Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Et c'est d'ailleurs ce qui se dégage des différentes réactions des personnalités politiques concernées au lendemain de ces pourparlers. À commencer par Donald Trump lui-même qui s'estime satisfait de la façon dont se sont déroulées ces négociations. Je suis beaucoup plus confiant. Les négociations se sont bien passées. La Russie veut faire quelque chose. Elle veut mettre fin à la barbarie sauvage, à ce qui se passe là-bas. Je dirais que je suis vraiment déçu de ce qui s'est passé. Je regarde ça depuis 3 ans. Le président américain en vient même à se demander pourquoi les Ukrainiens n'ont pas d'eux-mêmes ouvert des négociations directes avec les Russes, surtout si aujourd'hui ils s'estiment lésés d'être exclus de ces négociations. J'entends qu'ils sont mécontents de ne pas avoir de siège à la table des négociations alors qu'ils ont eu un siège pendant 3 ans. Et bien avant cela, ce problème aurait pu être résolu très facilement. Il aurait même suffi d'un négociateur médiocre pour le résoudre il y a des années. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où la loi martiale a été décrétée en Ukraine, où le dirigeant ukrainien, je regrette de le dire, mais sa cote de popularité a chuté à 4% et le pays est réduit en miettes. En effet, du côté de Kiev, on accuse le coup. Volodymyr Zelensky regrette que la Russie soit ainsi de nouveau redevenue fréquentable et Vladimir Poutine
un interlocuteur important dans le processus de règlement de ce conflit. Comme je l'ai déjà dit, c'est leur droit de discuter de leurs affaires bilatérales en Arabie Saoudite. Personne n'est fâché et nous sommes prêts à tout. Quant aux propos selon lesquels 90% de l'aide provient des États-Unis, nous savons tous que la réalité est un peu différente, même si nous sommes bien sûr reconnaissants de toute aide. C'est pourquoi j'aimerais voir plus de vérité de la part de l'équipe de Donald Trump, car tout cela n'a pas d'effet positif sur l'Ukraine, mais a pour effet de sortir Poutine de son isolement. Sergei Lavrov, qui menait la délégation russe à Riyad, à son retour, a salué la démarche, l'attitude de Donald Trump concernant la résolution du conflit en Ukraine. Il est le premier et, à mon avis, le seul dirigeant occidental à avoir affirmé haut et fort qu'une des raisons profondes de la situation en Ukraine était la politique insolente de l'ancienne administration américaine, visant à absorber l'Ukraine au sein de l'OTAN. Aucun dirigeant européen ne l'a jamais dit, alors qu'il a exprimé cette idée à plusieurs reprises. Cela signifie qu'il comprend notre position. Lors de leur entretien téléphonique, le président Poutine a souligné une fois de plus que ce qui nous importe, ce n'est pas un cessez-le-feu qui permettrait de réarmer l'Ukraine et de la lancer de nouveau contre notre pays, mais une paix durable et à long terme, basée sur l'élimination des raisons profondes du conflit, notamment liées à l'OTAN et à l'extermination de tout ce qui est russe, en violation de la Charte de l'ONU et de nombreuses conventions. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, lui aussi présent à Riyad hier, a tenu à rassurer ses alliés européens en faisant savoir que les sanctions occidentales, les sanctions américaines allaient continuer à être maintenues contre la Russie tant qu'il n'y avait pas un accord final concernant l'Ukraine, même si Donald Trump s'est dit décidé à faire état de sa volonté concernant le fait de rencontrer Vladimir Poutine au plus tôt, avant même la fin du mois de février. De son côté, Vladimir Poutine a réagi lui aussi, faisant savoir qu'il était nécessaire de bien préparer une telle rencontre. Premièrement, j'ai été informé du déroulement des négociations. Deuxièmement, je les trouve très positifs. Nous sommes parvenus à un résultat. Tout d'abord, je voudrais dire que nous sommes convenus de rétablir le fonctionnement normal des missions diplomatiques. L'expulsion constante de diplomates de Washington et de Moscou ne mène à rien de bon. De manière générale, comme on me l'a rapporté, la réunion s'est déroulée dans une ambiance très amicale. Comme me l'ont dit les participants de notre côté, la partie américaine était composée de personnes très différentes, prêtes à participer aux négociations sans aucun préjugé. Comme on vient de le voir, les résultats de ces pourparlers ont été bien accueillis aussi bien à Moscou qu'à Washington, un peu moins à Kiev. Et on ne peut que constater qu'il existe une volonté partagée d'avancer rapidement sur ce processus de résolution du conflit en Ukraine. À noter que sur le plan économique, lui aussi évoqué à Riyad, ça avance également. Kirill Dmitriev a fait savoir que des sociétés américaines pourraient faire leur retour sur le marché russe dès le deuxième semestre 2025, même si cela risquait d'être compliqué. Cette rencontre historique a mis l'Europe en colère et l'a divisée. D'un côté, Bruxelles réclame sa place à la table des négociations, mais de l'autre, elle insiste pour continuer le conflit. En revanche, la Hongrie voit dans cette rencontre un signe positif, la vision européenne de cette rencontre russo-américaine à Riyad, dans le reportage d'Igor Kourachenko. Cette rencontre russo-américaine a été une véritable douche froide pour l'Europe. Les médias européens n'ont pas tardé à s'emparer du sujet avec des titres qui en disent long sur la vision du vieux continent. Je me permets de vous en citer quelques-uns, à commencer par le Nouvel Observateur, le journal français. Américains et Russes ont pourparlers à Riyad sous le regard inquiet de Kiev et des Européens. Ensuite, le Télégraphe, le quotidien britannique, des temps sombres pour Zelensky alors que la Russie et les États-Unis le poussent hors de la scène. Enfin, Tagesschau, le journal allemand, les négociations de Riyad exercent désormais une pression sur l'Europe. Les réactions officielles, elles, ont été pour le moins contradictoires, car d'un côté, Bruxelles clame haut et fort pour que l'Europe soit à la table de négociation, mais de l'autre côté, Bruxelles soutient la poursuite des combats. Pour l'instant, nous devrions concentrer nos efforts sur le soutien à l'Ukraine. Plus ils seront forts sur le champ de bataille, plus ils seront forts à la table de négociation. Mais comment négocier avec ceux qui ne veulent pas la paix ? Bruxelles persiste dans son objectif de vaincre la Russie sur le champ de bataille. Et malgré le soutien militaire européen, la Russie avance sur toute la ligne du front. Il suffit tout juste de regarder les actualités. Aujourd'hui, par exemple, le village de Sverdlikovo de la région
région de Koursk a été libérée. La ville stratégique de Chassov Yar est presque entièrement entourée par les forces russes dans la République populaire de Donetsk. Les équipements militaires européens brûlent, les soldats ukrainiens meurent. D'ailleurs, c'est plus ou moins la même chose dans le domaine économique où on voit bien que les projets européens ne fonctionnent pas. Malgré tous ces paquets de sanctions, eh bien, on voit que l'économie russe démontre une croissance alors que celle européenne est en stagnation. Mais malgré tout cela, certains insistent toujours sur la pression continue sur la Russie. Nous, ça fait longtemps qu'on a compris que c'était inutile de dialoguer. Et à mon avis, ils vont vite comprendre que seule la pression sera susceptible d'amener Poutine à la table des négociations. Mais il serait injuste de dire que toute l'Europe défend une solution militaire. Munich et Riyad ont montré une véritable fracture au sein de l'unité européenne. La Hongrie a applaudi cette rencontre russo-américaine. Je pense que ce sont de bonnes nouvelles, les meilleures depuis des mois. Des pourparlers russo-américains se déroulent à Riyad et je pense qu'il y a plus de chances que jamais qu'après 3 ans de guerre, la paix soit enfin instaurée. La Hongrie et la Slovaquie rejettent aussi l'idée d'envoyer ses troupes en Ukraine sous prétexte de garantir la sécurité. Cette mesure est d'ailleurs très largement discutée en Europe actuellement, mais elle est encore très loin de faire l'unanimité. Car outre la Hongrie et la Slovaquie, la Bulgarie s'y oppose aussi. En tant que commandant suprême, je m'oppose catégoriquement à ce que la Bulgarie envoie ses combattants en Ukraine sous quelque forme que ce soit. J'attends du gouvernement et de l'Assemblée nationale qu'ils déclarent clairement et sans équivoque que la Bulgarie n'enverra pas ses troupes. En résumé, la réaction européenne, colère, mécontentement, frustration. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été invités à Riyad. Mais n'oublions pas, ils n'ont, semble-t-il, aucune envie de discuter de quoi que ce soit. Ce qu'ils veulent, c'est la défaite stratégique de la Russie.